Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Philippe. Salut Thierry. Bon, désolé pour la semaine dernière, quelques soucis de santé, rien de grave. On n'a pas pu effectivement faire notre 42e journal. Il est là, le 42e est ici, et tout de suite, les brèves. Alors pendant que le gouvernement français accepte de suivre des directives européennes de Bruxelles et que la droite, qui détient les régions en France, s'engouffre dans ces directives, dans le même temps, la Belgique annonce que la société des chemins de fer belge restera le seul et unique transporteur en Belgique. Et dans le même temps, la Finlande, elle, revient sur la privatisation des lignes de chemin de fer en expliquant que c'est beaucoup trop coûteux et qu'on ne peut plus rester dans cette situation. Voilà. Chacun comprendra ce qu'il a envie de comprendre. Mais le plus drôle, c'est que le TGV italien qui a été mis en service il y a quelque temps entre Gênes et Paris a en moyenne 2 heures de retard tous les jours. Nous on dit ça, mais on ne dit rien. On dit rien. Philippe, vous parlez à l'instant des problématiques SNCF et de la nationalisation, privatisation. Mais en fait, il y a une étude, la Fumeco, un organisme fumeux justement, qui dit qu'en gros, les subventions de la SNCF coûtent 1 bras, 2 bras, 3 jambes et tout ce qu'ils veulent aux contribuables français. Et effectivement, les transports ferroviaires, mais comme les transports aussi de cars, sont subventionnés. Et qu'il faut savoir quand même, et c'est pour ça que la CGT SNCF a remis les points sur les i et les barres sur les t pour dire, la subvention d'équipement, effectivement, elle est importante, sauf qu'en gros, elle est moins importante aujourd'hui en France qu'elle n'est en Allemagne, par exemple. Donc les Allemands favorisent le train et en tout cas le transport. Sur la subvention, je regarde la subvention aussi, l'autre subvention de fonctionnement, elle permet de mutualiser en fait les TER, les TET et ainsi de suite. Et ça permet en gros à la SNCF, normalement, d'avoir des prix plus modérés. Donc c'est important, c'est-à-dire de permettre donc de renforcer le système ferroviaire. Et puis il y a la subvention publique de l'infrastructure. Alors là, c'est la SNCF qui s'occupe de tout quasiment, avec SNCF Réseau, et qui en gros aujourd'hui est en grande difficulté, et on sait très bien qu'à un moment donné, il faudra des milliards et des milliards d'euros pour justement permettre à ces infrastructures de fonctionner. Aujourd'hui, l'État, lui, développe les investissements pour les nouvelles lignes, et dit à la SNCF de se démerder pour le reste. Donc effectivement, ça coûte cher, mais en même temps, ça permet aussi aux trains de circuler. Et puis quand même, et ce que ne parle pas le rapport, et là je vais le dire, curieusement, il ne semble pas avoir vu de référence à la subvention pour le fret. Il n'en parle pas de la subvention pour le fret, qui a permis en fait à tous les opérateurs privés de récupérer le fret et de foutre en l'air le fret public. Et ce qu'il ne parle pas non plus, c'est que Transdev, par exemple, en région PACA, qui va récupérer une partie des lignes TER, eh bien, la subvention au kilomètre par train est plus importante que celle de la SNCF. Ah, il n'en parle pas, le fameux Fumeco. Et puis, si on voudrait être un peu plus malin, et puis un peu mauvaise langue, comme il le fait, on va dire combien coûte la fraude fiscale en France? Combien a coûté le CICE en France? Des milliards et des milliards, pourquoi? 100 000 emplois supplémentaires. Et puis, combien coûtent les aides publiques à l'industrie automobile, qui aujourd'hui, du fait d'aider, ferme les forges? On en parlera dans les reportages. Combien coûte aussi le maintien d'un armement nucléaire? On dit ça, on dit rien. Et vive le train, vive la SNCF et vive le service public. Carrefour, le retour. Après les locations-gérances, on ne s'interdit plus rien. Et là, maintenant, c'est la fin du paiement des compensations des heures de nuit pour les travailleurs de Carrefour. Alors ça se matérialise de façon très simple. C'est 5 millions d'euros d'économie que veut faire Carrefour sur le dos des travailleurs. 50% pour cette année, 25% de moins en 2023, et perte totale de cette compensation dès le 1er janvier 2024. Et si par hasard les organisations syndicales ne signaient pas cet accord, eh bien cet arrêt de compensation se mettrait en place au février 2022. C'est scandaleux, il n'y a plus de limite, il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter. Bon, de temps en temps, on vous donnera des infos sur les conditions de travail, les conditions salariales dans certaines boîtes. Et là, on est à Peugeot-Mulhouse, au secteur forge, donc très grosse structure, puisque effectivement celle qui
qui emboutit un certain nombre de carrosseries. Et au secteur forge, les conditions de travail sont tellement déplorables qu'aujourd'hui, le syndicat CGT dit qu'il y aura des forts risques psychomoteurs, et notamment pour les travailleurs qui travaillent sur les carrefourches de forge, qui sont obsolètes. Il manque des portes pour certains, manque des vitres pour d'autres, des cabines qui bougent dans tous les sens, des sièges usés, voire déchirés. En fait, on est au 19e siècle. La direction ne bronche pas et continue de faire des économies sur le dos des travailleurs. Les négociations salariales dans la restauration rapide ont tourné court. 15% d'augmentation, c'est ce que demandaient les organisations syndicales. Les propositions patronales étaient tellement indécentes que les organisations syndicales ont préféré quitter la table des négociations. Alors, tu parles de la restauration rapide. Il faut savoir que la restauration hôtellerie, par contre, les organisations syndicales, avec le patronat, ont accepté 16% d'augmentation. C'est énorme et c'est bien, mais c'est juste ce qu'il fallait. On en avait parlé dans les journaux précédents, alors c'était en fin d'année dernière. Les électriciens gaziers étaient en grève dans certaines régions, notamment en région parisienne et aussi dans les Bouches-du-Rhône et du côté de la Bretagne. Ils avaient dit qu'ils reviendraient à la charge. Ils veulent leur part du gâteau. Et donc le 25 janvier, ils se remettent en grève pour justement récupérer du salaire et des meilleures conditions de travail, et y compris d'embaucher tous les CDD qui sont florissants à EDF, mais aussi surtout à GDF. Donc grève reconductible à partir du 25 janvier. Et puis, quand même, excusez-moi, mais on va faire une aparté. Victoire, l'électricité n'augmentera pas, ou augmentera que de 4%. La taxe, une des taxes, effectivement, va baisser de la part du gouvernement, donc récupère 8 milliards d'euros, mais la taxe restera toujours à TVA 20%, donc les 8 milliards d'euros, on verra. Mais ce qui est le plus scandaleux, mais le vraiment scandaleux, c'est qu'on demande à EDF d'augmenter son apport en électricité, sa production, aux fameux privés. Vous savez, ceux qui ont abandonné les usagers au mois de novembre, octobre, novembre, notamment comme Leclerc ou autres, Direct Énergie, ou Total Énergie, qui ont dit « Ah non, c'est trop cher, on arrête les contrats ». Eh ben, en fin de compte, peu cher. Ils pleuraient de toute leur... Voilà, ils pleuraient beaucoup, tu vois, ils pleuraient vraiment. Et ils disent « Non, EDF, allez hop, vous augmentez votre contribution ». Le coût, 8 milliards d'euros pour EDF, c'est nous, usagers, qui allons payer la facture au profit du privé. Un pur scandale économique, social et capitaliste. À bas le capitalisme, il faut revenir au système nationalisé d'EDF et de GDF. Ils ont dit non. La SAM en est à son 55e jour d'occupation de site. Nous faisons le point avec David Gisto. Il y a donc 55 jours aujourd'hui que nous avons décidé de mettre l'outil de production sous notre protection. Où on en est à cette date. Il se trouve qu'il y a beaucoup de communication, comme depuis le départ de la part du gouvernement, un peu moins de la part de Renault, mais très concrètement, depuis notre rencontre avec Monsieur le maire mercredi à Paris, ce qui est concret, c'est une amélioration concernant le contrat de sécurisation professionnelle. Effectivement, là, il y a du concret. Par contre, concernant des mesures permettant des départs anticipés pour les salariés usés, là, c'est zéro. Concernant la prime supralégale, c'était vendredi, les mandataires n'avaient toujours rien, mais quoi qu'il en soit, la somme proposée ne répare en aucun cas le préjudice, c'est vies brisées, les drames sociaux que représente la fermeture d'une usine, et donc, très concrètement, il n'y a rien, puisque, je le rappelle, si nous avons placé l'outil de production sous notre protection, c'est avant tout et seulement pour faire en sorte que puisse émerger un projet alternatif qui puisse permettre de conserver une activité dans cette entreprise. Donc, à ce stade-là, il n'y a rien du tout. Et c'est ce qui guide notre combat, et c'est pas le reste. Je tiens quand même à le préciser, à le rappeler. Donc, nous, on est confiants parce qu'on sait qu'il y a les compétences, qu'il y a un outil de travail performant, et des compétences et des capacités professionnelles considérables dans cette entreprise. Donc, c'est là-dessus que nous, on est extrêmement exigeants et qu'on ne lâchera rien.
Mais pour l'instant, le seul horizon qui est offert aux salariés, c'est celui de Pôle emploi et en suivant, si rien n'est fait, la précarité. Et donc, effectivement, il est hors de question que la lutte ne se poursuive pas tant qu'il n'y a pas des choses concrètes. Et les engagements de Renault, même signés, même des choses écrites, ils ne les respectent pas. Donc vous comprenez bien qu'on a énormément de doutes les concernant, ça c'est clair. Et concernant l'État, c'est la même chose. Nous, on veut voir du concret. Et pour l'instant, c'est beaucoup de paroles, comme sur les politiques de relocalisation. Et donc, très concrètement, nous, on ne lâchera rien. La détermination, elle est intacte. Et elle s'est réaffirmée lors de l'Assemblée générale de vendredi, avec notamment une détermination qui va se traduire par l'organisation d'un nouveau rassemblement populaire le samedi 22 janvier à 10h30 devant l'entreprise, pour réaffirmer collectivement, avec les élus, les citoyens, les clubs sportifs, les commerçants et de nombreuses organisations syndicales, la CGT bien sûr, mais aussi la FSU, Solidaire, FO sur la localité, réaffirmer que nous voulons continuer, travailler encore, comme le chante Lavilliers, travailler encore au pays. Et donc c'est ce qui nous guide depuis le départ, je le dis et je le redis, c'est bien avoir la possibilité de continuer à avoir une activité industrielle dans ce bassin. C'est cela qui fait et fera que nous resterons mobilisés. Je souhaite que tout le monde l'entende. Voilà. Et donc, oui, notre combat, il est légitime. Et il y a la seule réparation qui pourra être faite par rapport au drame social que ça représente pour les hommes et les femmes de cette entreprise et le territoire, c'est d'avoir un projet qui émerge très rapidement. C'est ce qui nous guide et nous guidera, je le répète, jusqu'au bout. Comment ça va? Eh ben, ça va pas fort à l'Éducation nationale. Blanquer, de retour d'Ibiza, il aurait dû y rester d'ailleurs, eh bien, a mis tout le monde dans la rue. Tous les enseignants primaires, maternelles, collèges, lycées dans la rue, toutes les organisations syndicales, y compris les parents d'élèves. Clara Drevet, qui est notre correspondante sur Marseille, nous fait le reportage de la dernière manifestation, en sachant qu'ils vont aussi manifester ce 20 et peut-être compris ce 27 janvier. Gali Hidalgo, je suis co-secrétaire départementale de la CGT Éducation. Et je suis enseignante en lycée professionnel au lycée professionnel Le Châtelier à Marseille. Aujourd'hui, on était en grève avec un arc intersyndical assez large, que ce soit sur le premier degré, le second degré, l'ensemble des personnels de l'éducation, que ce soit les enseignants, les assistants d'éducation, les AESH, les assistants d'élèves en situation de handicap, enfin les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, les professeurs des écoles, les personnels administratifs, les personnels de direction, etc. Contre la gestion de la crise par le ministère de l'Éducation nationale. À Marseille, la crise est d'autant plus criante que le service public d'éducation est vraiment délaissé depuis de nombreuses années. C'est une académie dans laquelle il n'y a pas assez d'enseignants, dans laquelle il n'y a pas assez d'agents territoriaux pour encadrer les élèves, que ce soit dans le premier ou le second degré. C'est une académie dans laquelle on manque de personnel au niveau des infirmières, des assistantes sociales. Et la ville de Marseille est particulièrement touchée par ce manque de personnel et rencontre aussi des problèmes en termes de bâti scolaire, qui est fortement dégradé et qui complique d'autant la tâche des personnels qui sont chargés du service public d'éducation.
Bonjour, Sandrine Sconemiglio, infirmière scolaire et syndiquée à la CGT Éducation. Les raisons de la manifestation et de la grève aujourd'hui sont le ras-le-bol face aux mesures ministérielles qui sont mises en place. Ça fait 2 ans qu'on tourne sur un protocole sanitaire qui, là, depuis la rentrée, est modifié tous les 2 jours. Un protocole sanitaire sans moyens pour l'appliquer. Un protocole, c'est pas un texte de loi, ce qui dédouane le ministère de toute responsabilité dans ce qui n'est pas fait. Et puis les moyens sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que là, actuellement, que l'on soit enseignant, assistant de service social, surveillant, agent d'entretien, infirmière, on croule sous les tâches parasites liées au Covid. On doit gérer au quotidien une crise qui est imposée par le gouvernement. Une crise qui fait suite au fait qu'il ne met pas les moyens dans les services hospitaliers, les services de santé pour pouvoir soigner tout le monde avec la même qualité, le même niveau d'engagement. Donc forcément, il répercute ça sur les autres travailleurs. Et ça devient insupportable. Moi, j'ai vu dans cette manifestation des gens faire grève pour la première fois de leur carrière. Ils ont 60 ans, ils n'ont jamais fait grève. Là, ils disent que c'est le ras-le-bol. Ils nous disent qu'il n'y a pas les moyens, qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas vrai, l'argent existe, il existe bien. Et ça, on le verra dans la manifestation du 27 qui a ce mot d'ordre sur les moyens qui existent. Donc, il faut augmenter les salaires. Mais également, nous, dans les fonctionnaires, on passe des concours pour entrer dans la fonction publique. Il y a plein de listes complémentaires de gens qui ne sont pas nommés. Les moyens, il y en a. Il n'y a qu'à augmenter les postes concours et il n'y a qu'à créer des postes statutaires parce qu'il y en a marre. Nous, les infirmières, on nous fait bosser pour moins de 10 € de l'heure en contractuel quand le poste n'est pas créé. Et ça, c'est inconcevable pour mes collègues. Voilà. Et puis on nous traite par le mépris. Alors le mépris, vous l'entendez tous les jours à la télé concernant les enseignants. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des enseignants et de cela on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il fait comme si on n'existait pas. On est vraiment méprisé à tous les niveaux. Donc maintenant on a décidé de dire que ça suffisait, qu'on veut accueillir les élèves dans les écoles en se protégeant nous, en les protégeant eux. Pour ça il faut des moyens. Les moyens, c'est un choix politique de les mettre en place. Gros plan. Nous sommes avec Aurélien Dagneau, délégué syndical CGT chez Dassault. Il va nous expliquer pourquoi Dassault est en grève depuis plus d'1 mois suite au NAO. Situation. Donc oui, effectivement, on est toujours en conflit depuis le 4 novembre. Les négociations se sont achevées le 9 décembre par la signature de 2 organisations syndicales, la CGC et l'UNSA. Donc à eux deux, ils font plus de 50%, donc ils sont majoritaires, donc l'accord n'est pas dénonçable. Et donc les propositions qui ont été faites, c'est 1,8% pour les salariés, soit 32 € net en moyenne, et un budget d'1,2% d'augmentation individuelle pour les non-cadres et 3,7% pour les cadres. Donc l'intersyndicale s'est réunie, a dénoncé ces propositions. Et on continue donc la lutte pour faire revenir autour de la table de négociation le patron. Il y a eu la période de trêve entre Noël et le 1er de l'an. Et en fait, dans tous les établissements, on a repris l'action depuis le 3 janvier. Depuis le 3 janvier, des mobilisations ont lieu tous les jours dans tous les établissements, que ce soit Argonay, Biarritz, Mérignac, Martignas, Poitiers, Argenteuil. Tous les établissements, Seclin, tous les établissements sont en lutte. Sur Biarritz, ils bloquent un tronçon d'avion donc depuis le 3 février de 6h à 24h tous les jours. Toute une équipe de camarades. Dans la journée, ils sont plus de 300 autour de l'avion. Argonay, nous, on est sur des grèves tous les jours. C'est des 4 fois un quart d'heure, des 5 fois 10 minutes, des 7 fois 10 minutes. Nous, dans l'établissement ici, on en est au 8e blocage de l'entrée, avec des opérations coup de poing qui peuvent avoir lieu le soir jusqu'à 23h pour des départs d'expédition.
Mérignac est sur des blocages d'avions, des départs pour des convoyages sur Little Rock, des blocages d'entrée d'usine. Martignas, pareil, des blocages d'entrée d'usine, des arrêts de production. Poitiers, exactement pareil. Voilà, on est vraiment sur une continuité. L'intersyndicale, première semaine de janvier, a décidé d'écrire au PDG en lui demandant de renouer le dialogue avec ses salariés par le biais des représentants. Réponse favorable a été faite à cette demande. Donc, il a reçu une délégation mardi dernier de 17h à 19h. Donc, chaque organisation a pu expliquer ce qui se passe. Donc, le PDG a expliqué qu'il reprenait en main le dossier du conflit, et a fait 4 propositions pour essayer de désamorcer. La première proposition qu'il a faite, c'est que si l'indice INSEE est supérieur à 1,8% d'ici fin 2022, il ferait un réajustement en fin d'année. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une clause de revoyure. La deuxième, c'est qu'il veut discuter d'une éventuelle intégration de la participation et de l'intéressement dans les salaires. Donc ça, on n'en sait pas plus pour le moment. La troisième proposition, c'est de basculer le budget d'augmentation individuelle, donc qui est de 1,2% pour les non-cadres, en augmentation générale. Donc, ce qui ferait 1,8 plus 1,2, on arrivera à 3% d'augmentation générale. Et dans l'accord annuel qui avait été signé donc par les 2 autres organisations, il y avait une prime de 500 € liée au contrat des Émirats arabes unis, donc des 80 Rafales, ce qui représente 380 € net. Et ils voudraient la basculer en 1% d'augmentation générale pour tous. Donc aujourd'hui, les non-cadres, la proposition qui est faite par Éric Trappier, c'est une augmentation générale des salaires de 4% pour les non-cadres. On ne sait pas encore pour les cadres comment ça va se goupiller. Donc, il nous a demandé de réfléchir à ces propositions. Il nous a demandé des contre-propositions et il revient vers nous semaine prochaine pour en savoir plus. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Autre mouvement de grève sur les NAO, Air Liquide. Alfi, y compris toutes les boîtes, ont été en grève la semaine dernière. Là, depuis cette semaine, 5e jour de grève à Air Liquide. Le point avec Thierry Bérou, responsable syndical CGT à Air Liquide. Donc, face à un mécontentement depuis plusieurs années de la politique salariale du groupe Air Liquide, donc les syndicats CGT du groupe Air Liquide, étant réunis en séminaire en fin d'année, ont décidé d'adopter une stratégie syndicale pour construire le rapport de force afin de peser sur la direction générale du groupe, qui, elle seule, est décisionnaire en fait des politiques salariales qui seront déclinées dans chacune des entités. C'est pour ça qu'en fait, on a appelé le 13 janvier dans l'ensemble des filiales du groupe à se mobiliser sur les salaires, la politique salariale, et le même statut pour l'ensemble des salariés sur la base du plus favorable, quel que soit son secteur d'activité. En sachant, par exemple, comme la santé à domicile, en fait, donc ils ont une convention collective qui est bien plus inférieure à celle de la chimie, qui est en général la plus répandue dans le groupe Air Liquide. Ils disposent de salaires très faibles. Même la concurrence, en fait, est plus captive. Donc, le 13 janvier, en fait, la mobilisation a été exemplaire et historique, avec des mobilisations inattendues sur l'ensemble des filiales. Donc, à l'issue de cette journée, le mouvement s'est poursuivi au niveau de la filiale Alfi, donc Air Liquide France Industrie, la plus grande filiale donc industrielle en France, qui recueille en fait plus de 2200 salariés et est répartie sur des dizaines de sites en France. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, Alfi est en grève. Donc sur plusieurs sites, donc Chalon-sur-Saône, Fézin, Vitrolles, Tardy-Estarnoslac, Carquefou, et au concours, Fos-sur-Mer, donc ils appellent aujourd'hui à rejoindre le mouvement. Il y a des sites aussi qui vont rejoindre le mouvement, notamment dans la région parisienne. Il y a Dunkerque, Montoire, il y a eu Jouer les Tours, bon, et j'en oublie certainement, voilà.
Donc, on s'est déclaré ce week-end disponible pour négocier, donc auprès de la direction générale, qui n'a fait fi en fait de ne donner aucune réponse. Parce que voilà, notre volonté, c'est aussi d'aboutir le plus rapidement à un accord, voilà, et de reprendre le travail. Donc, on a eu seulement une négociation hier où la direction donc est revenue avec une proposition de porter une enveloppe sur les salaires à 2,8% de la masse salariale, mais avec une répartition uniquement en augmentation individuelle. Et ce qui est inconcevable en fait dans la conjoncture actuelle où de nombreux salariés n'ont plus la garantie du maintien de leur pouvoir d'achat. Depuis plusieurs années, la direction d'Alfi a fait le choix de ne plus donner d'augmentation générale et ni d'augmentation collective. Ils veulent récompenser la performance, mais au travers d'augmentations individuelles. Mais au travers d'enveloppes qui sont ridicules, ils ne permettent pas de récompenser la performance. Et du coup, ils mettent sur le côté de nombreux salariés qui n'ont plus la garantie du pouvoir d'achat. Alors après, voilà, on n'est pas dans une entreprise qui est en difficulté. Voilà, on est un fleuron du CAC 40. Chaque année, on enregistre des records de chiffre d'affaires ou de résultats de gestion, mais c'est seulement un problème de répartition des richesses. Voilà, la direction générale fait le choix de satisfaire plus la finance à travers de l'actionnaire, et notamment les institutionnels, que plutôt les salariés qui sont contributeurs des richesses. Bien voilà, ce journal est terminé. Il était un peu long, mais il y avait du contenu. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière, c'est important de soutenir les grèves, notamment pour les salaires. En parlant de grève, pensez à vous mettre en grève et à venir manifester partout en France le 27 janvier à l'appel de plusieurs organisations syndicales, dont bien entendu la CGT. Nous y serons. Oui. Et nous ferons notre journal, une partie de notre journal, en direct de la manifestation. Merci encore à Clara, qui fait partie maintenant de l'équipe intégrale de l'Hebdo des luttes, avec ses reportages. Et on aura d'autres dans les semaines à venir. À la semaine prochaine, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao Philippe. Ciao.